Bon, je vous propose qu'on démarre. Merci à tous d'être là. Je sais qu'il y a eu des problèmes d'affichage, donc apparemment vous n'êtes pas perdus, c'est une excellente chose. Alors je vais parler rapidement, je vais vous dire qui je suis, ça va être très rapide. J'ai bossé 10 ans en collectivité dans le privé, je viens du domaine des transports, donc je suis très étranger au domaine du tourisme en fait. Vous allez vite vous en rendre compte. Et dans ma vie antérieure, j'ai fait des trucs un peu rigolos qui m'ont permis en 2018 de gagner un prix qui était plutôt intéressant sur la Smart City et sur l'intégration notamment de l'information voyageurs sur des problématiques transport et tourisme. Et donc j'ai créé en même temps mon cabinet de conseil sur les questions de transport. Voilà, ça c'est pour faire très vite. Et Nicolas, eh bien, il a disparu au dernier moment. Donc je ne sais pas où il est, d'ailleurs je ne le connais même pas. Donc il ne sera pas là aujourd'hui. Je vais essayer de vous parler d'un sujet qui, moi, me paraît extrêmement important et je ne l'ai pas beaucoup entendu finalement depuis hier. C'est effectivement l'articulation entre la mobilité, le transport, on peut l'appeler comme on veut, et le touriste, ou le tourisme en règle générale. Et je vais particulièrement axer cette présentation sur la question du numérique et vous allez très rapidement comprendre pourquoi. Alors, commencer finalement par un chiffre, ou voire même deux chiffres qui me paraissent assez importants. Le premier, c'est celui-ci, un humain sur deux en 2050 prendra des vacances à l'étranger. C'est le Financial Times qui le publié il y a à peu près 3 semaines. Avant, c'était, ou aujourd'hui, c'était 1 sur 7. On voit que ça va évoluer énormément. Cette planche, elle est importante aussi parce que ces chiffres-là, en fait, remis dans un contexte mondial. Et on voit comment nous, l'Europe, on est particulièrement concernés. Les chiffres sont absolument frappants en nombre d'arrivées sur nos territoires, qu'ils soient ruraux ou d'ailleurs qu'ils soient urbains. Et c'est plutôt des chiffres qui vont vers une augmentation, donc vers une croissance. Donc il faut le garder en tête. Et moi, il y a un sujet qui m'intéresse de manière assez importante, on ne va pas en parler que du tourisme urbain, mais c'est le tourisme urbain, parce que sur les questions de transport, c'est bien souvent là que la problématique est la plus complexe en termes de compréhension, bien que dans les territoires ruraux, elle est complexe, notamment pour des questions d'accessibilité. Donc ce chiffre-là est aussi important, le fait de dire qu'entre 2012 et 2018, 47% d'augmentation sur les escapades urbaines. Pour le dire simple, en fait, c'est vous partez un week-end dans une grosse ville type Barcelone, Oslo, Lisbonne, etc. et vous êtes comptabilisé là-dedans. Alors avant de commencer, je voudrais faire un petit exercice, voir parmi ceux d'entre vous, ceux qui sont déjà allés passer un week-end ou 3-4 jours dans une capitale européenne, type Lisbonne par exemple. Est-ce que vous pouvez lever la main? Ok. Barcelone? Ok. Oslo? Ok. Londres? Ouais. Dublin? Et je vais finir par Édimbourg. Ok. Bon, c'est plutôt intéressant parce qu'on voit aussi où est-ce que sont massifiés finalement les départs. Et en fait, c'est des villes dont je vais particulièrement vous parler, maintenant. Alors, je vais essayer de vous parler de 3 choses dans l'ordre et par étapes. La première chose, c'est quel est notre besoin quand on se déplace et qu'on est touriste. Ça, c'est extrêmement important parce que ça ne sert à rien de proposer des solutions si on n'est pas capable de qualifier le besoin. La deuxième, c'est essayer de montrer aujourd'hui ce qu'on propose. Est-ce que c'est suffisant, pas suffisant? Quels sont les trous dans la raquette? Et enfin, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour accélérer, pour améliorer les choses? Alors, très rapidement, ce que je vous dis là, c'est que le touriste, ce qu'il faut avoir en tête, mais c'est très pragmatique et très empirique comme idée, c'est que quand il arrive quelque part, il ne connaît pas l'offre. Et en fait, il faut quand même se rappeler. Parce que vous arrivez à Lisbonne, vous ne savez pas comment marche les transports à Lisbonne, vous arrivez à Barcelone, c'est exactement pareil. Je ne parle même pas de la question de la langue. Et en fait, quand on est touriste, on rentre dans un schéma, mais qu'on se fait dans sa tête automatiquement, et qui est celui-ci. C'est-à-dire que d'abord, on va planifier son trajet. On va en parler un peu tout à l'heure. Ensuite, on va avoir toute une partie qui est se déplacer pour se rendre à destination, et qu'on pourrait finalement scinder en 2 grandes étapes. Se rendre sur place, en fait, c'est aller jusqu'à la gare ou jusqu'à l'aéroport. Mais une fois qu'on est à l'aéroport, on n'est pas arrivé. Ou à la gare, on n'est pas arrivé. Il nous reste le fait d'arriver à la destination finale. Et enfin, et ça c'est une pratique qui est très différente, on va en parler aussi, c'est qu'est-ce que je fais une fois que je suis sur place. Et c'est d'autant plus le cas quand je suis dans une grosse capitale urbaine, c'est-à-dire comment je me déplace une fois que je suis à Lisbonne, Barcelone, Oslo, etc. Et finalement, ça interroge plein de choses. C'est-à-dire que si vous arrivez en avion, vous allez arriver dans un aéroport, et ensuite, pour aller jusqu'à votre destination finale, vous allez être confronté sûrement à prendre un train, un taxi, un bus, que sais-je, pour arriver sur place. Et là, vous aurez le choix entre plein de modes de déplacement, y compris maintenant la trottinette. Ça aussi, on va l'évoquer. Si vous arrivez en train, vous allez arriver un petit peu plus loin, c'est-à-dire un petit peu plus dans le centre, on voit, on est décalé. Vous arrivez dans une gare et vous aurez à disposition tout un tas de modes. Et en fait, là, c'est les mêmes que vous pourrez utiliser sur place, que vous retrouvez dans une gare quasiment
pour vous rendre à destination finale. Sur la question de l'autocar avec les gares routières, c'est un peu pareil. Et pour ceux qui continuent à se rendre dans des destinations urbaines à voiture, vous arriverez dans un parking relais. Et en fait, pourquoi je vous fais ce schéma? Parce que le touriste, c'est quoi son enjeu? Déjà, quand il arrive, c'est de comprendre le hub, c'est-à-dire la gare, l'aéroport dans lequel il est. C'est souvent un peu compliqué, on va le voir. Et ensuite, c'est comprendre les offres qu'il va avoir à sa disposition pour se déplacer. C'est-à-dire pour ses déplacements en vacances au quotidien, pour se rendre sur sa destination finale. Et je vais essayer de vous faire toutes ces présentations en reprenant à chaque fois cette idée de planifier, se rendre sur place, arriver à la destination finale et enfin se déplacer sur place. Alors si on commence par la logique de planifier, en fait je ne vais rien vous apprendre, en plus c'est votre métier, la planification dans le tourisme c'est un sujet qui a toujours existé, sur la question des mobilités c'est exactement le cas et on n'a pas eu besoin d'attendre la multiplication des modes de transport pour planifier ceci. La seule différence qu'il y a aujourd'hui c'est que on a de plus en plus de possibilités. Londres, on a plus de 5 aéroports. Une fois que vous arrivez, vous pouvez vous déplacer en car, en bus, en train, vous pouvez prendre un ferry, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez et c'est compliqué. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau, qu'on n'avait pas avant, notamment sur les destinations urbaines. Donc la planification elle-même est en train de changer. Pour se rendre sur place, on n'a pas de très grandes évolutions. La seule chose qu'on peut dire par rapport peut-être à avant sur des petites destinations, c'est qu'aujourd'hui, le mode numéro 1 pour arriver dans une destination urbaine, c'est l'avion. Alors, il y a eu pas mal de bashing sur l'avion récemment, et c'est assez logique par rapport à son caractère peu écologique. Mais aujourd'hui, c'est 58%, c'est des chiffres à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale, et ça ne bouge pas, on est même plutôt sur de la croissance, malheureusement. Le deuxième, ça reste encore la voiture, même si aujourd'hui, ça reste compliqué d'arriver dans des grosses villes en voiture. Enfin, on a le train ou les modes maritimes et fluviaux. Il y a quand même un élément qui a changé fondamentalement, c'est que accéder à une destination urbaine en voiture, ça devient quasi impossible. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez essayé d'aller à Londres en voiture, à Barcelone en voiture, même à Paris en voiture. Enfin, je veux dire, il y a un moment, vous pétez un câble et vous arrêtez ou ça vous coûte excessivement cher. Donc le phénomène qui est en train d'arriver, alors là c'est les États-Unis, ça peut être l'Angleterre, ça peut être le Portugal, ça peut être partout, c'est que finalement les gens laissent leur voiture et s'en débarrassent. Alors là ça peut être un parking relais, ou alors ça peut être on s'en débarrasse, c'est-à-dire qu'on ne vient plus en voiture et on bascule sur un autre mode. Et finalement c'est là que rentre en jeu la question des hubs et du besoin de comprendre comment ça fonctionne quand on arrive sur un territoire. Et finalement c'est toujours la même question, qu'on arrive en autocar, qu'on arrive en train ou qu'on arrive en avion, on arrive dans un endroit qui est complexe. L'aéroport d'Amsterdam, par exemple, pour faire d'un bout à l'autre, vous vous déplacez en petite voiturette. C'est-à-dire que cet endroit-là, pour arriver à le comprendre, déjà, il faut un petit peu d'habitude. Et surtout, pour arriver à comprendre comment, depuis l'aéroport jusqu'à ma destination finale, je me déplace, c'est quand même encore plus compliqué. Donc ça devient un besoin important. Quand vous êtes dans ce lieu-là et que vous voulez vous rendre à destination finale, dans votre Airbnb, votre hôtel ou que sais-je, il y a des enjeux majeurs également. Ça, c'est une pub à Paris sur la problématique des faux taxis quand vous arrivez à CDG. Il y a une logique de sécurisation, un besoin de sécurisation. Alors dans le terme secure un peu, mais aussi sécurisation dans le terme qu'est-ce que j'ai à ma disposition. Là, vous arrivez à Nantes à la gare, vous savez qu'en 20 minutes, à l'aéroport, pardon, vous savez qu'en 20 minutes, vous arrivez à la gare, au centre-ville, etc. Là, vous êtes à Montréal, vous savez qu'avec un bus, toutes les 25 à 35 minutes, enfin 20 ou une demi-heure, j'en sais rien exactement, mais qui va mettre une demi-heure, vous arrivez au centre-ville, il y a du temps réel, vous pouvez acheter votre billet, etc. Donc cette question de sécurité dans le sens où vous comprenez l'offre à laquelle vous allez accéder est une question et un besoin fondamental. Et enfin, sur place, c'est un peu différent, parce que sur place, vous êtes un peu plus dans la liberté, vous avez le temps, vous n'êtes pas contraint. Nous, les techniciens, on appelle ça, il y a des déplacements contraints, des déplacements non contraints. Non contraints, c'est les déplacements liés au loisir. Donc là, finalement, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Et c'est là où vous avez des solutions encore plus importantes. La location de vélos, les bus touristiques, vous avez vraiment une offre à votre disposition qui est extrêmement hétérogène et importante. Mais finalement, le problème qu'on a, c'est que, je vous l'ai montré, on a plein de besoins. Donc on a le besoin de planifier, on a le besoin de se rendre sur place, on a le besoin de comprendre les offres, on a le besoin de se déplacer une fois qu'on est arrivé. On va se rendre compte, en fait, on a plein d'offres, mais il va y avoir un souci, c'est que c'est très compliqué pour arriver à comprendre comment ça marche. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les solutions qu'on nous propose, c'est celle-là. La question de la planification, premier exemple, vous devez planifier votre voyage. Très bien, il va falloir que vous passiez à droite de l'application Booking pour réserver votre logement, à l'application Oui SNCF pour réserver votre train. Si vous voulez prendre un Uber, vous allez encore ouvrir une autre application. Si vous voulez prendre un Airbnb, c'est encore une autre, etc., etc. Je ne vous fais pas le topo, mais vous le voyez très bien. Donc finalement, c'est bien, vous avez des outils digitaux, super.
de très bonne qualité. Ça, c'est parmi les plus téléchargés, donc clairement, c'est qui fonctionne. Vous les utilisez, je pense, tous ici. Je ne vais pas faire le test. Mais tout est cloisonné. Deuxième élément, même quand vous avez des outils type Modalis qui existent en Nouvelle-Aquitaine, qui reprend toutes les offres de transport, ben là, vous voyez par exemple Flixbus et ex-Webus, qui s'appelle maintenant Blablabus, c'est pas dedans. Donc là aussi, vous pourriez vous dire, bah, c'est super, j'ai un outil avec toute l'offre, ben, manque de peau, ça marche pas. Le deuxième élément, alors là les chiffres sont de 2014, mais malheureusement ils n'ont pas évolué depuis, c'est que vous n'avez pas aujourd'hui d'appli véritablement orientée tourisme plus transport. C'est-à-dire que vous avez d'un côté une appli tourisme, d'un côté une appli transport, mais les deux dans la même appli, vous ne l'avez pas. Je mets de côté les CityPass, on va en parler un peu tout à l'heure, qui ne sont pas vraiment des outils de transport, qui sont juste des titres de transport ou d'accès, mais des vraies applis globales, il n'y en a pas. Il y a Paris qui l'a fait avec l'appli de la RATP. On va en parler juste après aussi, mais sinon il n'y en a pas. Et ça, c'est un vrai problème. Si on passe à l'étape d'après, c'est-à-dire arriver sur place, là on est à Barcelone, vous arrivez à l'aéroport. Qui peut me dire ici quel est le bus que je dois prendre pour aller au centre? Enfin, moi je le sais, j'y repars mardi, maintenant c'est fluide, ça va. Bon, et bien quand vous arrivez, vous êtes quand même mal barré pour arriver à comprendre comment vous allez vous rendre à votre destination finale. C'est à peu près partout pareil. Les aéroports, c'est pareil. 58% des aéroports en Europe ont du Wi-Fi. C'est-à-dire que vous arrivez, vous vous dites, si j'ai pas la capacité de me connecter via mon réseau, etc., j'ai du Wi-Fi, ben non, mais il y en a 42%, vous ne l'avez pas. Donc si vous voulez accéder, par exemple, aux offres de transport à votre disposition, ah ben, c'est grillé. 86% des aéroports proposent une appli. Ça, c'est pas mal, on va le voir aussi après. C'est-à-dire que vous pouvez avoir de la localisation indoor, vous pouvez savoir où sont les offres de transport, les offres pour attendre, etc. Et 48% des aéroports communiquent sur différents réseaux tels que WhatsApp, Facebook et d'autres. Et en fait, là, c'est intéressant parce que vous avez des chatbots où vous pouvez directement poser des questions et interroger sur de l'information. Mais comme on le voit, c'est pas partout. Et là aussi, en fonction de là où vous allez, vous n'avez pas du tout le même accès à l'information. Et là, on est dans du très concret. Je prends l'aéroport de Bordeaux, qui n'est pas très loin. Vous arrivez à Bordeaux et vous dites, je veux aller jusqu'à ma destination finale. Vous ouvrez Google Maps, je vous parle de choses extrêmement concrètes. On vous propose la ligne 1, qui est la ligne de TBM, qui a 1 € et des brouettes, c'est une offre publique. Par contre, la navette qui met 30 minutes pour aller au centre, elle n'est pas dans Google Maps. C'est-à-dire que celle-là, vous ne l'avez pas dans votre scope. Si vous connaissez l'aéroport et que vous savez qu'elle est là, vous la prenez éventuellement. Sinon, eh ben, vous vous grattez et vous mettez 1 heure pour aller au centre-ville. Donc, c'est un enjeu fondamental et je vous le montre par des exemples extrêmement concrets. On reste à Bordeaux. Je repars sur se rendre sur place. La question des gares routières. Aujourd'hui, en France, on a libéralisé le marché des autocars. Donc, vous avez maintenant, depuis la centralisation, 2 grandes compagnies, Flixbus, les bus verts, et Blablabus, qui a racheté Webus, qui eux-mêmes avaient racheté, je ne vous fais pas l'histoire, mais il y a 2 compagnies. Donc, à terme, vous allez voir des bus bleus avec le logo Blablacar, mais qui s'appelle Blablabus, et les bus verts. Vous arrivez à Bordeaux, voilà à quoi ressemble la gare routière. Alors là, c'est même pas qu'on manque d'informations, c'est qu'il n'y en a pas, c'est un parking. Et en plus de ça, vous vous dites, bon, ben, je vais m'aider avec mon smartphone. Ben, super. Vous allez sur Google, on vous dit arrêt Webus. Bon, déjà, ça s'appelle plus Webus, mais bon, ça, ils n'ont pas mis à jour. On vous dit 18 quai de Paludat. Mais en réalité, quai de Paludat, c'est là. Là, ils vous localisent à l'arrêt de bus, rue de Saguet, dans un hôtel. Et juste au-dessus, vous avez un parking Flixbus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un parking Flixbus? J'en ai aucune idée. Et dans l'application même de Blablacar qui propose des bus, vous n'avez pas la même localisation qu'ici. Donc là, c'est un exemple concret, encore une fois, de vous êtes touriste, vous arrivez à Bordeaux, je vais vous le dire de manière triviale, mais vous n'êtes pas dans la merde. C'est-à-dire que vous ne savez pas où vous arrivez, vous ne savez pas comment vous faites. Et c'est un exemple extrêmement pratico-pratique. Et si je repars sur la question des gares, là c'est encore autre chose, c'est-à-dire que la SNCF communique beaucoup sur le porte-à-porte, mais en fait beaucoup sur le porte-à-porte avec du VTC. C'est-à-dire que vous avez votre chauffeur qui vient vous sortir de votre TGV, c'est super. Par contre, à Paris, pour aller vous dire où prendre le RER, s'il y a de l'information en temps réel sur le métro et tout ça, il faut encore attendre un petit peu. Donc là aussi, on voit qu'il y a une orientation qui est plutôt, on va dire VIP, mais qui est particulière. Et une fois que vous êtes sur place, là on est à Barcelone. Alors c'est vachement bien parce qu'il y a une multiplication assez énorme des modes de déplacement. À gauche, vous avez un système de vélo en free floating sans station, pour être privé. Juste après, vous avez le Bicing, c'est le système de Vélib de Barcelone. Ici, vous avez des loueurs privés. Et ici, vous avez les trottinettes, nouveaux arrivés dans les destinations urbaines. Bon, chacun a son appli, évidemment. Chacun a son système. Chacun a son propre dispositif pour déverrouiller, etc. Donc là aussi, vous avez plein d'offres, mais comment ça marche? Et en plus de ça, vous arrivez à Barcelone, vous vous rendez compte que vous allez prendre le vélo en libre-service. Ben, si vous n'habitez pas à Barcelone, vous ne pouvez pas.
ils ont bloqué l'accès au vélo de Barcelone. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu un lobbying des loueurs privés qui leur ont dit si vous laissez les non-résidents accéder à ces vélos-là, nous on ne loue plus de vélos. Donc tout ça pour vous dire que là aussi on est sur des choses extrêmement concrètes et vous montrer que là aussi un touriste qui voudra accéder à ces offres-là, ben, pour le coup il ne peut pas le faire. Si on bascule un peu sur la logique des transports urbains, là on est à Porto, on se connecte à Google Maps, on veut aller le long du Douro se balader. Et finalement, on vous propose en haut la ligne 1 qui est un tramway, mais un tramway historique où vous allez payer 5 € pour vous déplacer. Et en bas, on vous propose la ligne 500 qui est une ligne urbaine, un bus à étage qui est assez chouette, et c'est 2 €. Par contre, vous ne le savez pas. C'est-à-dire que vous allez regarder, c'est le même temps de trajet. La ligne 1, en plus, elle part avant, sauf que la ligne 1, quand vous arrivez dedans, on vous demande 5 €. Ah ben ouais, mais si vous aviez su, vous auriez peut-être attendu 1 minute et vous auriez payé 2 € et en plus, vous voyagez en haut dans un bus plus confortable. Donc là, pour vous montrer qu'aussi sur les offres de transport public, c'est compliqué. Je pourrais vous faire exactement le même topo, mais je passe vite sur la question des modes. Alors je dis sur les flots, mais maritimes ou fluviaux, c'est la même chose. Et enfin, au-delà de l'offre publique, le problème, c'est que maintenant, on a beaucoup d'offres dérégulées. Là, on est à Lisbonne, à droite. C'est un tuk-tuk électrique. Il y en a partout. Enfin, maintenant, vous ne pouvez pas vous balader là-bas, il y en a partout, partout, partout. Ça pollue, c'est assez incroyable. Et de l'autre côté, on est à Paris, et ça, alors c'est en train d'être régulé, mais vous avez plein d'offres de cars, de bus qui vous permettent de visiter, avec pick-off, pick-on, ils vous prennent sur le bord de la route, etc. etc. et ça marche plutôt bien. Sauf qu'il n'y a pas longtemps, il y a un mec qui a écrasé un autre type, et du coup, ils ont commencé à tout réguler, et ça va être géré par l'autorité publique à terme. Tout ce que je vous explique là, c'est plutôt des mauvais exemples, c'est des expériences particulières. Mais l'idée pour moi, c'est de vous montrer qu'on en est quand même encore à un stade, malgré le numérique, où ça reste quand même compliqué d'avoir accès à une offre de transport, on va dire, vertueuse, c'est-à-dire ne pas se servir de la voiture, une fois qu'on veut se déplacer dans des destinations touristiques urbaines. Je pourrais vous faire exactement le même topo sur une destination touristique non urbaine. Ça marche pareil. Sauf qu'en plus, l'offre est moins importante. Mais c'est pareil, l'information c'est compliqué, etc., etc. Alors finalement, est-ce qu'il y a des solutions? Oui, il y en a plein. Et c'est ça qui est plutôt bien, on va rester dans de l'optimisme et dans du positivisme. Grâce au digital, alors là on va parler du digital, mais il y a plein de choses à faire. Il y a de la coopération entre les institutions, il y a des choses sur le papier, il y a de la signalétique. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, c'est une autre histoire. Mais grâce au digital, on peut faire plein de choses de manière simple et de manière assez sympa et avec un pouvoir de captation qui est important. Déjà, la première chose, c'est de se dire que le smartphone, alors ça va vous paraître peut-être très logique et très clair, mais il faut que ça devienne l'assistant de voyage multimodal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Expedia, dans sa dernière étude l'année dernière, dit on a un baromètre qui nous explique que le touriste, de toute façon, sans smartphone, il ne peut plus s'en aller sans, et s'il s'en va sans, il est perdu complètement. Et tous les gens le disent. Aux États-Unis, ça c'est une étude de Google, ils l'ont fait avec une quantité astronomique de données, donc on peut plutôt penser que c'est fiable. Ils expliquent que 41% en 2015 des gens utilisaient leur smartphone pour voyager, que ce soit avant, pendant, sur place. Aujourd'hui, c'est 70%. C'est en 4 ans que ça a augmenté. Donc on peut penser que le smartphone, a priori, sur la logique tourisme et transport, a un vrai intérêt. Là, on a toutes les applications les plus téléchargées sur les plateformes, que ce soit l'Android ou l'Apple Store. On voit que parmi les premières, on a une majorité d'applications touristiques ou liées à la mobilité. Le deuxième élément, c'est de se dire, au-delà du fait que le smartphone est l'outil multimodal de voyage, c'est de considérer vraiment le touriste comme un usager à part entière. Et c'est compliqué à faire, hein, parce qu'il ne connaît pas, c'est pas la même langue, il ne sait pas comment fonctionne l'offre de transport, il n'a pas forcément les mêmes envies ou les mêmes besoins de se déplacer à l'heure de pointe, etc. Mais il faut le faire. Ça, c'est Porto. Porto, par exemple, ce qu'ils font, c'est qu'ils commencent et eux, ils se disent, bon, nous, on va essayer de montrer déjà aux gens comment se déplacer en transport public sur des destinations sympas. Donc ici, c'est la route de l'autre côté à Vilanova de Gaia, de l'autre côté, c'est la route du Porto, donc du vin. Ici, c'est un tour culturel, là, c'est le tour des musées, etc., etc. Et finalement, c'est une offre de transport public, c'est-à-dire que vous la payez un prix de transport public, et c'est piloté par une institution, une collectivité locale. Alors évidemment, Londres, vous allez voir, je vais pas mal en parler, ils ont fait un énorme travail, mais c'est assez logique, sur les touristes et sur la mobilité. Eux, ils ont carrément, sur le site de TfL, c'est Transport for London, c'est l'autorité de transport de Londres. Quand vous prenez un bus rouge, quand vous prenez un cab noir, quand vous prenez n'importe quoi à Londres, c'est eux qui gèrent ça. Et eux, vous avez une page, Visiting London, ils ont créé un guide mobilité
pour les visiteurs qui arrivent à Londres en plusieurs langues, où ils expliquent absolument tout, que vous pouvez vous imprimer, que vous pouvez vous télécharger offline. Et surtout, ils vous expliquent comment tout fonctionne sur leur site internet, mais de manière, je vous invite à regarder même sur mobile, de manière extrêmement précise, extrêmement pointue. Et on va juste en parler après, mais ils ont même des visitor centers dédiés à la mobilité. Ce n'est pas des visitor centers office de tourisme, non, non. C'est des gens qui vous parlent que de transport dans des lieux physiques, et il y en a plusieurs à Londres. Donc, ils ont passé le stade et du digital et du physique, mais encore une fois, on va en reparler. L'autre élément qui est extrêmement important, c'est de se dire, effectivement, si le smartphone devient l'outil multimodal de voyageurs, du touriste, etc., il faut qu'on ait accès aux informations des offres sur place sur toutes les applis. Ça veut dire que les gens, vous le voyez de toute façon dans la rue, quand vous vous déplacez, ils utilisent leur Google Maps. Il faut que l'information sur les transports publics et autres offres soit sur Google Maps. Ils utilisent également Citymapper. Je ne sais pas si vous connaissez, mais quand vous allez dans des grandes capitales, vous avez Citymapper. Moveit, sur des villes de taille intermédiaire, voire rurale, ça fonctionne aussi. Vous en avez encore d'autres, mais Apple Plan, c'est intégré à votre iPhone. Mais là, je vous avais mis un classement parce que c'est la manière dont les gens les utilisent. Mais clairement, toutes ces applis, aujourd'hui, de toute façon, vous n'allez pas dire à votre touriste, vous devez utiliser cette appli-là. Donc, il faut que vous soyez sur tous les canaux et toutes les applications si vous voulez que les gens utilisent les transports autrement. Il y a un autre élément, c'est que c'est bien de mettre de l'information, mais il faut donner la bonne information au bon moment. La question du temps réel, elle est extrêmement importante. Imaginez quelqu'un qui arrive dans un aéroport ou qui arrive dans une ville et qui se dit, il y a une fréquence de passage du bus d'une demi-heure, je ne sais pas quand est-ce qu'il est passé. Déjà, je ne connais pas l'offre. Des fois, ce n'est pas ma langue. Et je ne sais pas quand est-ce que le bus est passé. Est-ce que je dois l'attendre 20 minutes, une demi-heure, 15 minutes, etc. Le temps réel, qui est un élément hyper important pour les résidents, est d'autant plus important pour les touristes. C'est un élément et un facteur majeur. Et là, on le voit, le bus dont je vous parlais tout à l'heure, de l'aéroport de Bordeaux vers le centre-ville, eux, ils ont l'information en temps réel. Bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut la trouver. Mais c'est du temps réel et donc c'est intéressant pour le touriste. Ça, c'est le train à grande vitesse qui relie l'aéroport de Oslo au centre-ville. Pourquoi il est intéressant? Parce que quand vous le prenez, dans le sens centre-ville-aéroport, vous avez déjà les horaires des vols. Et en règle générale, vous avez même... Alors là il n'y a pas la photo en entier, mais vous avez même les... En fait, ça bascule, je ne pouvais pas le faire avec le téléphone, mais vous avez ce truc-là, et après, vous avez les passerelles d'accès aux avions. C'est-à-dire qu'en fait, l'aéroport a ouvert ses données sur les informations horaires des vols, et directement dans le train, c'est la même chose dans le bus, vous avez déjà accès à ça. C'est-à-dire que vous avez, à l'aéroport, vous savez déjà vers où il faut que vous alliez, vous n'êtes pas stressé, vous savez si votre vol est en retard, etc. Ça paraît très bête. Regardez si vous avez ça dans un RER ou dans n'importe quel transport urbain aujourd'hui en France. Moi, j'ai déjà ma réponse pour avoir fait le tour du territoire. L'autre élément qui est fondamental, on en a un peu parlé tout à l'heure sur une conférence ce matin, c'est la question des mobilités douces. Alors, mobilité douce, en gros, c'est vous ne polluez pas, vous n'avez pas de moteur. À pied, à vélo, ou éventuellement en trotte. Ça, c'est un partenariat qui est à Londres également entre TfL, donc Transport for London, et GoGently, c'est une petite start-up. Et en gros, leur truc, c'est de dire, on va pousser les gens à se déplacer à pied. Et je vous conseille de la télécharger, elle est super cette appli. En gros, vous avez plein de destinations, des tours dans Londres, ou autour de Londres d'ailleurs, et vous avez des photos qui vous guident, vous avez un plan, vous avez plein d'anecdotes, etc. Et c'est des petites balades de 5, 10, 15 km, le marché aux fleurs, Covent Garden, etc. Mais c'est tout à pied. Et cette application-là, ils viennent de gagner un prix parce qu'ils ont eu une augmentation absolument énorme de l'utilisation, enfin du nombre d'utilisateurs, quand ils ont fait ce partenariat avec l'autorité de transport. Donc là, on voit en plus qu'au-delà du fait qu'on met en avant de la mobilité douce, le partenariat entre autorités publiques et start-up est super intéressant parce que ça leur a permis, eux, de pousser leur offre. Ça, c'est le comté de Limbourg, c'est à côté c'est à une demi-heure à peu près de Bruxelles. Eux, ils ont vachement axé leur stratégie touristique. Alors là, on n'est pas dans l'urbain, c'est pour ça que c'est intéressant aussi, sur le vélo. Et ils ont énormément de possibilités de boucles à vélo, mais en plus, ils ont mis, je l'ai mis en rouge ici, un route planeur. Donc en gros, il y a un calcul d'itinéraire vélo. Pour les gens qui arrivent à vélo, ils se disent, je vais de là à là, je suis avec mes gamins, ma carrière, mon machin, je peux me déplacer facilement. Et là, ça c'est une start-up pour laquelle je bosse. Alors, j'en fais pas de la publicité, mais c'est la seule start-up française aujourd'hui qui fait du calcul d'itinéraire vélo. Et ils développent aujourd'hui une brique touristique sur les véloroutes, qui est super intéressante, et sur les balades urbaines. Là, vous êtes à Paris, en fait, vous vous dites, je suis à Paris, je peux prendre un vélo, que ce soit un VLS, donc un vélo en libre service, ou mon propre vélo, et je vais me balader. J'ai la Vélocénie étape 1, j'ai Paris-sur-Seine, j'ai la maison des ateliers d'artistes du 14e, j'ai des boucles de 10 km, de 12, de 40, de 60, comme je veux, en fonction de ce que je veux. Je peux choisir le profil aussi. Je peux, si je prends un vélo en libre service, aller dire je veux un vélo en libre service, du coup il me donne les disponibilités des vélos, etc. etc. L'intérêt c'est quoi? C'est que là on intègre une stratégie digitale sur le vélo et on fait en sorte que les gens, au lieu de monter dans des espèces de bus de visite touristique, ils font ça à vélo, c'est vachement plus sympa pour tout le monde et ça pollue moins. C'est quand même ça l'objectif à la fin.
Ça, c'est un autre exemple qui est super intéressant. C'est à Pampelune, en Espagne, au Pays Basque espagnol. Ça s'appelle Métro Minuto. En fait, c'est une appli où, au lieu d'avoir un plan de métro, on a un plan de destination à pied. Donc, en fait, c'est vraiment la même chose qu'un plan de métro, sauf que vous avez toute la ville avec des lignes et des bouts de lignes que vous faites à pied. On vous dit 5 minutes, 4 minutes, 10 minutes, 12 minutes, et vous pouvez vous déplacer comme ça. Et un truc comme ça qu'on arriverait à développer dans plein de villes à une échelle assez globale, ça serait vachement intéressant parce que ça pousserait les gens à se déplacer à pied et à ne pas monter que dans le bus ou dans le métro. Parce que des fois, prendre le métro à Paris, c'est quand même pas super sympa, notamment à certaines heures de pointe. Un élément qui paraît bête, mais qu'il ne faut pas oublier. Évidemment, la plupart des sites d'office de tourisme, quand ils parlent des transports, ou les sites, encore plus de transports, ou les applis, sont jamais traduites. Moi, je vais au Pays Basque. L'opérateur de transport, il n'a pas traduit son application en espagnol. On vit à 25 km de la frontière. Et je vous parle pas de... C'est pas une bêtise que je vous dis, vous pouvez vérifier, vous téléchargez Chrono Plus, c'est en français et en anglais. Bon. Et en plus, à Bayonne, les gens qui parlent anglais, il n'y en a pas tant que ça, donc je ne sais vraiment pas à quoi ça sert. Encore une fois, c'est un exemple concret. Donc ne pas oublier les langues. Alors, il y en a qui sont en train de le faire avant nous. Je ne sais pas si vous avez vu, ça c'est Google, ils ont sorti le Pixel Buds version 2. En gros, c'est un truc que vous mettez dans l'oreille qui vous permet d'écouter la musique, d'appeler votre téléphone, machin, etc. Mais ils sont en train de développer un autre truc qui est la traduction en temps réel. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez vous pointer quelque part, votre casque, c'est aussi un micro, vous vous mettez pas très loin de la personne qui vous parle, et en 3-4 secondes, il traduit ce qu'on vous dit. Donc là, on est un peu dans le futur, mais on voit que le digital peut aider aussi le touriste à se déplacer dans des espaces urbains. J'en ai parlé tout à l'heure aussi, je vous ai posé tous les problèmes, là je vous pose quelques solutions. Flixbus, sur la pratique des hubs, essaye d'améliorer les choses. C'est-à-dire que eux, dans leur application, ils géolocalisent de manière extrêmement précise les lieux pour s'arrêter. Vous pouvez l'avoir après sur Apple Maps ou sur Google Maps. Et ils essayent de vraiment améliorer cette géolocalisation parce qu'ils se sont retrouvés avec plein de problèmes de gens qui se perdaient. Ça, c'est un autre exemple qui est plutôt pas mal. C'est une boîte qui s'appelle Mixenar. En fait, c'est le bonhomme qui a fait la signalétique de l'aéroport d'Amsterdam. Et lui, en fait, il a fait un classement européen des aéroports sur des critères digitaux. Donc, connectivity, consistency, commerce et communication. Et en fait, il essaye de dresser un portrait de tout ce qui est bien fait ou pas bien fait dans les aéroports. Moi, j'ai retenu 2 critères. Celui-ci, c'est est-ce que les aéroports ont une capacité à faire de la navigation indoor? C'est-à-dire, est-ce qu'avec votre téléphone, y compris avec Google Maps, vous avez la capacité à dire je vais de là à là dans l'aéroport et il me guide. Amsterdam, par exemple, c'est le cas, mais il y en a d'autres. Ça, c'est un enjeu qui est super intéressant et ça se fait. Deuxième élément, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que l'aéroport partage ses données de manière à, comme je vous l'ai montré, pouvoir afficher les heures de vol, les accès, etc., avant qu'on arrive à l'aéroport? Donc ça, par exemple, c'est un autre critère qu'ils ont intégré. Je vous laisse regarder les autres. Cette étude, elle est en ligne, elle est vachement intéressante parce que ça vous permet d'avoir à l'échelle européenne un vrai classement avec ces différents critères et de regarder comment justement le touriste via l'aéroport est adressé. Et comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui, la majorité des gens arrivent en avion. Donc c'est un vrai sujet pour les touristes. Alors eux, ils n'ont pas attendu. Uber, ils savent très bien que les aéroports, pour eux, c'est un marché absolument énorme, surtout qu'ils sont en train de se faire tège à peu près de toutes les villes européennes parce qu'ils pratiquent la théorie de la terre brûlée. Qu'est-ce qu'ils font dans les aéroports? Ils disent, ben, même les mecs qui n'ont pas de smartphone, ils vont pouvoir réserver un Uber parce qu'on leur met des bornes. Alors là, en train de revenir à innovation inversée, ils mettent des bornes dans les aéroports. Mais par contre, ça veut dire que le bonhomme, s'il y a une énorme borne comme ça Uber et qu'à côté il y avait un bus, ben, Uber, ils ont capté le bonhomme et pas le bus. Donc, il faut peut-être en prendre de la graine et se dire qu'il y a aussi des choses à faire sur de la borne d'interaction, sur comment est-ce qu'on achète un billet, sur beaucoup de choses comme ça. Eux, ils l'ont fait, donc tout le monde peut le faire. Évidemment, je vous ai dit, les modes de déplacement se développent et se multiplient énormément, et il faut l'intégrer dans la réservation. Aujourd'hui, Oui SNCF, qui est le premier marketplace français et européen de vente de billets, le fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur Oui SNCF, donc qui est Voyage SNCF et ça a changé de nom, vous pouvez aussi réserver du Ouibus, du Eurolines, maintenant du Covoit, et a priori, ça devrait aller plus loin, on va voir comment, mais vous ne pouvez pas réserver plus que du train, vous avez le choix. Et ça, petit à petit, on va essayer d'évoluer là-dessus, et je vous le disais en amont, ça va nous donner la possibilité de faire de la réservation multimodale, et donc de ne pas avoir cette logique cloisonnée dans ma réservation, et c'est un point majeur. Un autre sujet qui n'est pas sur l'information, qui est, j'en ai un peu parlé, réserver et payer. Ça c'est pareil, c'est très bête.
Mais quand vous arrivez à un endroit et que vous ne savez pas comment acheter votre titre de transport, par exemple, vous arrivez à la gare d'Hendaye, il y a un truc qui s'appelle le topo pour aller jusqu'à Saint-Sébastien. Jusqu'à il y a un an, vous ne pouviez pas payer le billet avec votre carte bleue. Alors, vous arrivez, vous n'avez pas de monnaie, il n'y a pas de distributeur, et bien, vous ne faites pas. Ça, c'est Madrid. Ça a été mis en place il n'y a pas longtemps. Et c'est quoi? C'est très simple. Le bus de l'aéroport jusqu'au centre-ville, il vous amène toutes les 20 minutes, 24 heures sur 24, mais surtout, vous arrivez dans le bus avec votre carte bleue, vous faites ça, ça paye. Donc, ce qu'on appelle l'open paiement, c'est-à-dire que votre carte bleue Visa, Mastercard ou autre, maintenant c'est ouvert à peu près à tous les standards, vous permet de payer. Donc, vous ne vous posez plus la question, vous montez dans le bus, en plus c'est facile, vous y allez. Vous n'allez pas prendre un VTC ou autre. C'est un enjeu majeur, c'est en train de se développer. Édimbourg a fait la même chose sur la ligne qui s'appelle la 100 Airlink, qui lie l'aéroport d'Édimbourg au centre-ville. Vous arrivez, poum, vous payez avec votre carte bleue. Et les gens utilisent les transports. Petite parenthèse, pour les transports publics et pour les collectivités, le touriste, c'est une manne financière énorme. Pourquoi? Parce que les gens qui sont dans vos collectivités et qui habitent dans les agglos ne payent pas les transports, payent 20% du transport parce qu'ils ont les abonnements. Le touriste, il paye plein pot. C'est-à-dire que si l'aéroport, enfin la ville de Madrid fait ça, c'est pas juste parce qu'ils sont philanthropes. C'est parce que ça fait des rentrées financières pour les collectivités qui sont absolument majeures. Je ferme la parenthèse. Ça, c'est Londres. Londres, juillet 2017, depuis qu'ils avaient ouvert l'open payment, donc la possibilité de payer le métro grâce à la carte bleue, 1 milliard de validations, 57 origines différentes. Donc, a priori, on peut penser qu'il y a quand même des touristes. 1 milliard de validations. Et là, c'est pareil, hein. C'est ce qu'on appelle du pay as you go, c'est-à-dire que vous payez plein pot, 4 livres le trajet. Eux, ils se rentrent un fric qui est absolument monstrueux. Mais les touristes sont contents parce que c'est facile, ils prennent les transports publics, tout le monde est content. En plus, maintenant, le tube est ouvert la nuit, donc vous avez un accès qui est super facilité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont développé ça dans tout le métro de Londres. Et ils sont en train de le développer progressivement sur les bus et les autres modes de transport. Sans aller jusqu'à Londres, j'entendais parler un peu tout à l'heure de localisation rurale. Vous avez des trucs vachement plus simples. Ça, c'est un exemple d'une petite appli qui s'appelle MyBus. Vous la développez dans votre réseau. C'est du QR code, donc il n'y a pas de technologie. Et vous achetez votre billet directement sur l'appli avec votre carte bleue. Vous montrez le QR code au chauffeur et vous avez votre billet dématérialisé. Elle est disponible en plusieurs langues. Ça marche super bien. Vous n'avez pas besoin d'aller faire de l'open payment comme à Londres. Il y a des choses très simples aussi qui existent. On est toujours sur des dispositifs digitaux. Là, le problème, c'est que l'appli MyBus, personne ne la connaît. Donc après, derrière, il y a un gros travail de communication des offices de tourisme, etc., pour que ça fonctionne. Alors là, finalement, je vous ai donné plein de solutions, mais je ne sais pas de quelle structure vous êtes ou autre, mais après, c'est comment faire, parce que c'est bien rigolo, vous allez vous dire, les consultants, ils sont marrants, ils nous disent comment il faut faire, enfin, tout ce qui est bien, ce qui est ambitieux et tout ça, par contre, ce n'est pas eux qui mettent les mains dans le cambouis. Bon, ça déjà, c'est pas vrai, mais je vous le dirai après. Mais il y a plein de trucs à faire, super, super concrets, super stratégiques pour avancer sur ces questions. La première partie, si vous êtes une collectivité, un office de tourisme ou autre, vous devez le savoir, la question des données, c'est un sujet fondamental. Moi, c'est un des sujets sur lesquels je bosse énormément. Il y a une vraie idée de produire et gérer ces données. Pourquoi? La première, c'est d'intégrer tous les services. Là, on est à Amsterdam, il faut pouvoir intégrer le parking relais, le bus, enfin, tout ce que vous voulez, et vous pouvez vraiment le faire avec une gestion stricte et précise des données que vous allez mettre à disposition. Et moi, je pense qu'il faut même aller jusqu'à mettre, pourquoi pas, les loueurs privés de vélos pour que les gens aient accès à tout. Deuxième élément, j'entre un peu dans la technique, mais je le dis très rapidement, il y a des standards à respecter. C'est-à-dire que quand vous voulez utiliser Google Maps, derrière, il y a des standards. Là, c'est le GTFS, Google Transit Fit System. Ce système-là, ça permet en fait de mettre toutes les données sur le même niveau, et ça vous permet d'intégrer dans le Google Maps toutes les offres que vous voulez, y compris les offres touristiques. Et pouvoir dire, par exemple, demain, je vais faire vélo plus bus touristique, Google sait le faire. Mais si vous ne respectez pas ces standards, ça ne marche pas. C'est facile à faire, il y a des gens qui peuvent vous aider. Si vous ouvrez les données, il faut essayer d'ouvrir un maximum de choses. Ça, c'est l'exemple, je crois que c'est l'ouverture des données de Etalab. C'est les services du Premier ministre qui ont ouvert tous ces dispositifs-là. Ils ont vraiment tout ouvert, ils sont en train de le faire sur les aires de covoiturage, sur les données aériennes, etc. Et en haut, là, je crois que c'est une chargée de marketing chez Air France qui disait même les données de Air France maintenant sont ouvertes. Et du coup, ce que je vous disais tout à l'heure de pouvoir mettre par exemple les horaires d'avion dans les bus, on peut le faire. Et si on n'avait pas de l'open data là-dessus, ça ne marcherait pas. Donc l'open data est un vrai sujet sur la question de tourisme et transport. Alors évidemment, il faut faire attention, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de bien le gérer, de le contrôler, etc. Là, on est à Lyon, Google dit, ça y est, on est devenu intermodaux, vous pouvez faire du trottinette plus bus, plus machin, etc. Sauf qu'en fait, si ce n'est pas très bien contrôlé, ça ne marche pas. Ici, là, à droite,
Vous voulez aller de la gare de Lyon-Perras jusqu'à la gare de la Part-Dieu, ils vous proposent le TGV. Les gares, elles sont à peu près éloignées de 1,5 km, quoi. Donc, a priori, il y a un trou dans la raquette, il y a un truc qui ne marche pas. Donc, la question de la donnée, et pour le tourisme et pour le transport, c'est un sujet majeur, mais ça nécessite un contrôle de la collectivité publique, et un vrai travail au quotidien là-dessus. Et en fait, que ce soit le tourisme ou la mobilité, c'est exactement pareil. Il faut faire la même chose sur ces questions-là. Le contenu, c'est un sujet. Alors nous, dans le transport, on n'est pas du tout habitué à travailler sur le contenu, ce qui est un tort. On est beaucoup trop techno, d'ailleurs c'est très chiant. Mais le contenu, c'est majeur. Ça, je vous en ai parlé tout à l'heure et je vous disais qu'on allait l'aborder, c'est l'application de la RATP. La RATP, en fait, comme les gens avaient beaucoup de mal à comprendre comment fonctionnait le réseau, etc., et qu'ils ont vite vu la manne financière aussi, ils ont créé leur propre appli RATP pour les touristes. Donc celle-là, elle est Next Stop Paris, c'est que pour les touristes. Elle est disponible en 14 langues, à ma connaissance. Et en fait, c'est super bien fait. C'est-à-dire que vous avez le plan, mais on s'en fout du plan. Vous dites, je suis là, je vais là. Il vous sort toutes les possibilités. Il y a un guide audio en plusieurs langues. Il vous propose des boucles. Il vous propose. C'est vraiment. Enfin, je vous conseille d'essayer, surtout si vous êtes à Paris. Parce que même quand vous connaissez Paris, vous vous rendez compte qu'il y a plein de trucs à faire qui sont super intéressants. Et ça, comment ça marche? C'est que c'est la RATP qui a créé le contenu, qui a créé avec des boîtes le contenu audio, le contenu photo. Et ils ont changé de métier. C'est-à-dire qu'avant, ils ne faisaient pas ça, eux. Ils faisaient un plan, ils faisaient du calcul d'itinéraire et stop. Là, ils sont passés à une nouvelle phase et c'est vraiment très intéressant. Alors évidemment, maîtriser le contenu, c'est aussi pouvoir faire ce qu'on appelle APIser, c'est-à-dire créer des API et pouvoir mixer les différentes approches, tourisme et transport. Le problème, c'est que si vous ne maîtrisez pas le contenu ni les données, vous ne pouvez pas faire ça, parce que vous aurez des deux côtés des choses qui ne sont pas de qualité. Et enfin, et moi j'y tiens beaucoup, il y a beaucoup de choses qui se font maintenant en open source. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des systèmes comme OpenStreetMap, c'est en fait le Wikipédia de la cartographie, on va dire, qui vous permettent de faire des choses de plus en plus qualitatives et de le faire en intégrant la communauté, c'est-à-dire les habitants, les spécialistes, les collectivités qui commencent à le faire d'ailleurs. Ça, c'est un exemple qui n'est pas très loin, qui est dans Enseignance, où ils ont pris les données du SIT régional, donc de la région Nouvelle-Aquitaine. Ils ont fait intervenir des contributeurs, eux, ils ont créé du contenu et ils ont fait une carte qui permet d'avoir accès aux hébergements, aux points d'intérêt, aux plages, etc., etc. Donc encore une fois, dans la maîtrise du contenu, au-delà de créer du contenu, on peut aussi aller un peu plus loin et se dire on intègre les communautés, on fait des choses en open, c'est-à-dire vraiment ouvert, et c'est plutôt intéressant. Et enfin, toujours sur ces questions, on l'a évoqué tout à l'heure, des lieux de mobilité, je vous disais sur les hubs, il faut pouvoir les digitaliser, c'est-à-dire qu'avant que vous ayez ces lieux et qu'on vous explique comment aller d'un point A à un point B dans votre téléphone, il y a un travail à faire en amont. L'Europe a créé des normes, et je ne vais pas vous parler de technique, hein, c'est extrêmement basique, mais par exemple, aujourd'hui, quand vous utilisez une application de transport, peu importe laquelle, vous voulez aller de chez vous jusqu'à la gare. Très bien, il va vous dire, vous allez de chez vous jusqu'à la gare, et une fois que vous arrivez à la gare, par contre, vous démerdez. En réalité, on pourrait aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on pourrait intégrer quel est le quai où vous allez devoir prendre votre train. J'ai perdu mon truc. Quelle est la porte d'aéroport où vous allez prendre votre avion, etc. Et on pourrait aller jusqu'à vous proposer une info qui vous dirait, tu pars depuis ta rue, tu vas prendre le bus à pied, une fois que tu arrives, tu t'arrêtes à tel endroit, tu remarches et tu arrives sur le quai 2 pour prendre ton train. Ça, aujourd'hui, techniquement, c'est faisable. Ça nécessite par contre de digitaliser tous les lieux, tous les points d'intérêt, tous les lieux de mobilité que sont les 3500 gares françaises, les aéroports, et ça peut marcher pour plein de choses. Mais par contre, on arriverait à un degré d'information pour d'ailleurs les résidents et les non-résidents qui serait hyper intéressant. Tout ce que je vous dis, ce n'est pas de la science-fiction, ça existe, il y a un travail à faire, il y en a qui commencent à le faire. Et par exemple, Paris a digitalisé ses gares, ils ont fait un travail, eux ils l'ont fait avec Google parce que l'idée c'était de le faire sur Google Maps, et quand vous allez par exemple sur la gare du Nord, vous avez par exemple les étages sur Google Maps. Vous pouvez changer d'étage sur Google Maps. Et vous avez accès au commerce, vous avez accès au quai, vous avez accès à plein de choses. Alors là, on ne le voit pas parce que ce n'est pas animé, mais il y a vraiment le détail de tout. Et le deuxième élément, c'est qu'en intégrant certains dispositifs, on appelle ça les beacons, c'est des petits capteurs Bluetooth, on est capable de vous localiser et de vous envoyer de l'information par rapport à là où vous êtes. Alors vous allez vous dire, vocation hyper commerciale, pas que. C'est-à-dire que si le téléphone sait où vous êtes et qu'il sait quel train vous allez prendre, il peut vous dire, attention, ton train part dans 10 minutes, par contre, mon gars, tu es à 1,5 km du bon quai, il va falloir que tu traces pour aller jusqu'à ton train. Ça, c'est faisable. Aux États-Unis, ils sont en train de développer dans les aéroports, ça marche super bien, et c'est un mix entre la géolocalisation indoor et des systèmes en Bluetooth. Ça, encore une fois, si on se met dans une logique de touriste, c'est hyper intéressant, parce qu'on va vraiment aider le touriste qui est un peu perdu et qui ne comprend pas comment ça marche.
Alors évidemment, tout ça, ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'à partir du moment où vous mettez à disposition des outils digitaux, vous allez créer de la donnée. Alors, l'idée, c'est de profiler. Donc là, par exemple, on est sur ça n'a rien à voir, hein. On est sur le site de Dijon Métropole. Dijon Métropole, comme ils veulent savoir qui va sur leur site, mais surtout, qu'est-ce qu'ils vont adresser comme réponse, on a un « je suis ». Donc on a une entrée par profil. Je suis étudiant, je suis habitant, je suis touriste, je suis investisseur. Ça, c'est un tout petit exemple. Par contre, derrière, ils arrivent à savoir qui a été consulté la chose, ce qu'il a regardé. C'est très facile, c'est du Google Analytics, vous collez dessus en 2 minutes, vous avez les données qui remontent. Ça, on peut le faire à beaucoup plus grande échelle, les opérateurs de transport, enfin tout le monde peut le faire. On peut le faire notamment via des standards d'échange. Aujourd'hui, c'est les Américains qui sont en train de travailler dessus à Los Angeles. Toutes les trottinettes qui arrivent, si vous avez été à Paris ou même à Bordeaux, il y a énormément d'opérateurs de trottinettes et on est en train de créer des standards qui nous permettent de savoir exactement de où à où les gens vont se déplacer, à quelle vitesse, où est-ce qu'ils lâchent leur trottinette, etc. Mais surtout, on peut analyser les comportements. Ça, c'est les données qui sont remontées de Paris, qui sont extrêmement récentes. Je crois que c'est c'est début 2019. Et sur les trottinettes à Paris, on sait qui est un utilisateur local, un visiteur français, un visiteur étranger. Ça, c'est des enquêtes qui ont été faites. Et ça a été couplé pour vérifier avec les données remontées des opérateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Paris est en train de se battre avec les opérateurs de trottinettes et ils leur demandent des choses. Ils leur disent, voilà, vous ne pouvez pas laisser les trottinettes là, machin, vous devez les gérer de manière sociale, etc., etc. Mais ils leur demandent des données. Ils leur disent maintenant, nous, on veut savoir exactement ce qui se passe dans les rues, on veut savoir où les gens prennent leurs trottinettes, où ils les déplacent, etc., etc. Et comme ils payent tous avec une carte bleue et qu'on sait d'où ils viennent, du coup, derrière, ils analysent les usages. Et ça veut dire qu'après, ils peuvent dire, bah là, il vaut mieux qu'on mette plus de pistes cyclables, ou on sait que tous les visiteurs qui arrivent à la gare de Lyon, bah, il y a une vraie difficulté parce qu'il n'y a pas assez de trottinettes, etc., etc. Donc c'est une aide à la décision pour faire de la politique publique qui est vachement intéressante. Et un dernier sujet qui est en cours, alors là, comme c'est la loi, on ne sait jamais ce qui va se passer. En ce moment, il y a la loi d'orientation des mobilités qui est traitée, alors je crois qu'elle a fait Assemblée, Sénat, elle est revenue à l'Assemblée. Et l'idée, c'est d'ouvrir la distribution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si moi je veux, ou si vous, là je vois qu'il y a des jeunes, vous voulez devenir riche et lancer une application qui distribue des billets des titres de transport, ben, dites-vous que vous n'allez pas devenir riche, parce que si vous voulez vendre du TER, par exemple, vous n'avez pas le droit. Si vous voulez vendre certains billets TGV, vous n'avez pas le droit. Et là, il y a une loi qui est en train de sortir, qui vise notamment à ouvrir ça. Il y a plein d'autres choses dans cette loi-là. Mais l'idée, c'est d'ouvrir la distribution. C'est-à-dire que demain, Google, Uber, Booking, qui veut, pourra vendre tous les titres de transport qui existent. Alors il va y avoir des aspects réglementaires, etc., de compensation financière. Je ne rentre pas, c'est un peu chiant, mais va pouvoir le faire. Et ça, c'est hyper intéressant aussi, parce que ça veut dire que pour un touriste qui va par exemple se connecter, je sais pas, à Booking, il pourra aussi acheter son billet de TER. Par exemple, aujourd'hui, c'est impossible, pour des raisons typiquement législatives, en tout cas réglementaires. Donc ça, c'est un sujet majeur. Et finalement, et pour en terminer sur ce sujet, et puis j'aimerais bien garder plein de temps pour les questions, il y a quand même un sujet majeur. C'est que là, j'ai essayé de vous parler de que pourraient faire demain les collectivités publiques, que pourrait faire la puissance publique pour essayer de gérer ça au mieux et de proposer des choses, que pourraient faire nos villes urbaines, nos villes rurales. Bon, le problème, c'est que vous n'êtes pas tout seul sur le créneau, et il y en a qui n'ont pas attendu. Ça, c'est Google. 2019, ils ont lancé Google Travel, qui s'appelait Google Trips avant. Google Travel, c'est quoi? En fait, c'est assez monstrueux. C'est-à-dire que toutes les données qu'il y a partout, ils ont tout regroupé au même endroit. Et vous avez la capacité de gérer votre voyage, donc c'est le vol, enfin la globalité du voyage, votre hôtel, votre vol, explorer, en fait, c'est Google Maps. Et ils sont en train de proposer des formules. Alors, on pourrait se dire, ouais, c'est pas leur métier, etc. Vu la quantité de données qu'ils ont à proposer, c'est assez énorme. Le deuxième souci, c'est que comme ils ont les horaires de transport et Google Maps, prochaine étape, ils vont intégrer les modes de transport. Donc on peut penser que le fameux assistant multimodal de demain, c'est eux. Deuxième élément, exercice que j'ai fait il y a 3 jours. Donc là, je ne vous vends pas du rêve non plus. Google Flight, je veux aller de chez moi jusqu'à Madrid. Je pars le 19, super. Super, on me propose Iberia. Oups, bizarre, on me propose la Renfe. C'est-à-dire que j'entendais hier des bonhommes, une start-up qui disait, nous, on est les seuls à proposer du train, du machin et tout. Pipo. Clairement, arrêtez votre modèle économique, il est mort, vous allez tous couler. Parce que eux, vu que Renfe a ouvert ses données, Google les met. Et demain, c'est SNCF, c'est la Deutsche Bahn, c'est qui veut. Je veux dire, qu'est-ce qui en empêche? Et avec la capacité derrière, vous cliquez, aller, retour, ils prennent 10% au passage quand vous cliquez, add service, boum, vous arrivez sur le site, vous réservez. Et je veux dire, c'est exactement la même chose que vous passiez par Iberia ou par la Renfe, le même processus. Et au passage, Google se sert. Donc ils sont déjà dessus. Autre élément, je ne sais pas si vous l'avez vu si vous utilisez Google Maps,
Ils viennent d'intégrer il y a quelques semaines une fonction qui s'appelle Live View. Qu'est-ce que vous voyez le plus quand vous êtes dans une ville touristique? Les gens avec leur téléphone qui regardent où ils vont. Tous quasiment avec Google Maps, enfin clairement, on va pas se mentir. Alors en général, je dis toujours, il y a le chinois avec son truc, mais c'est pas que les chinois, hein, tout le monde. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait Google? Ils sont pas bêtes. Ils ont dit on va intégrer le Live View, c'est une sorte de réalité augmentée. C'est-à-dire que maintenant, en gros, même le piéton est aidé par Google, et ils sont comme ça, et qu'est-ce qu'ils vont faire à terme? Même de l'info commerciale, pusher du marketing, etc., etc. Mais en tout cas, ça veut dire que si on cumule Google Travel, Google Flight qui est intégré dedans et qui va devenir Google Train, Google tout ce qu'on veut, Google Maps plus ça, on peut se dire qu'ils ont déjà fait pas mal le tour de la question. La question du contenu, la question de la qualité, etc., c'est encore autre chose. Et c'est pour ça que moi je pense qu'il y a plein de choses encore à faire d'alternatives à Google, mais c'est un sujet. Booking. Booking, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont signé des partenariats avec Didi et Grab. En fait, c'est l'équivalent d'Uber, mais de l'autre côté. Et en fait, qu'est-ce qu'ils veulent faire à terme? C'est pouvoir faire en sorte que on se connecte sur Booking, on réserve son logement, son hôtel, mais aussi tout le reste. C'est-à-dire le trajet qui va nous amener jusqu'à l'aéroport, le trajet qui va nous amener de l'aéroport jusqu'au logement, etc., etc. Et on paye en une seule fois. La carte bleue est enregistrée. Si vous êtes habitué à utiliser Booking en business, vous avez un système qui s'appelle Genius, il vous propose tout. Vous êtes enregistré, vous pouvez le mettre à vos collègues. Enfin, c'est hyper facile, ça vous crée les factures. Vous ressortez, vous avez tout. Donc ça veut dire que petit à petit aussi, Booking ne va pas faire plus que du tourisme et de l'hébergement, mais de la mobilité. Airbnb, on pourrait se dire qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Airbnb, très curieux. Ils viennent d'embaucher Fred Red, qui était qui avant? Alors, c'est marqué spécialiste de l'aérien. Et le mec, il venait de chez Virgin. Pourquoi ils embauchent un mec qui vient du transport chez Airbnb? Il y a un an. C'était février 2019, c'est il n'y a pas un an. L'idée d'Airbnb, ils commencent à proposer des expériences, mais ils vont aussi petit à petit, eux aussi, vouloir vous proposer. Vous avez loué un appartement à cet endroit-là, on vous dit comment y aller, avec le bus, avec la trottinette, avec le machin, etc., etc. Donc la question aujourd'hui, c'est est-ce que c'est les opérateurs de transport qui vont désintermédier les opérateurs du tourisme? Est-ce que c'est les opérateurs du tourisme qui vont désintermédier les opérateurs du transport? Je n'ai pas la réponse. Hein. Mais en tout cas, il se passe plein de choses. Et là, c'est des signes qui sont quand même très avant-coureurs. Pareil pour Uber. On l'a dit tout à l'heure, Uber qui met des guichets dans les aéroports pour réserver son... Alors que c'est à l'inverse de leur modèle. Le modèle d'Uber, c'était quoi? C'était de dire, bah non, vous avez votre appli, vous réservez, etc. Là, ils le disent, dernière mise à jour de l'application, Improvements to Airport Experience. Bah, c'est clair, je n'ai pas besoin de l'inventer, ils sont en train de le faire et c'est fait. Donc, ce que j'ai essayé de vous dire en 48 minutes, je vais rester à peu près dans les temps pour laisser une vingtaine de minutes de questions, c'est que cette logique mobilité plus tourisme, elle est fondamentale parce que la mobilité fait partie de l'expérience du touriste. Que le touriste soit un touriste urbain qui connaisse ou qui ne connaisse pas, qu'il soit un touriste rural, après il y a encore des cas particuliers de la montagne, de la plage, etc. Mais elle fait partie de l'expérience. Aujourd'hui, force est de constater qu'on n'est quand même pas encore quelque chose d'exceptionnel, on voit qu'il se passe plein de choses. La vraie question à se poser, c'est qui va le faire? Quel va être le rôle demain des offices de tourisme? Quel va être le rôle des directions du tourisme? Quel va être le rôle des opérateurs de transport? Des autorités organisatrices de transport également? Ça, on ne le sait pas, mais il se passe beaucoup de choses et on peut penser que c'est quand même un sujet qu'il va falloir traiter dans les mois, voire dans les années à venir. Moi, ce que je suis en train de faire, et vous pourrez aller voir ça sur mon blog pour essayer de voir un peu ce que je raconte, c'est un tour d'Europe. C'est pour ça que je vous ai posé aussi les questions de destination tout à l'heure, vous allez voir, elles sont toutes là. L'idée, c'est de faire un tour d'Europe et d'aller voir tout ce qui se passe, mais de manière extrêmement concrète, de le filmer, d'interviewer aussi des spécialistes, pour voir ce qui se passe sur ce sujet tourisme et mobilité. Donc ça va commencer par Madrid, j'y pars dans pas longtemps, Barcelone, j'y suis la semaine prochaine, je passe à Paris, Bruxelles à la fin de l'année, puis Londres, Édimbourg et Oslo. Et l'idée, c'est vraiment de voir est-ce qu'il y a des retours d'expérience qui sont hyper intéressants sur ces destinations urbaines ou pas. Est-ce qu'on peut l'appliquer ailleurs? Est-ce que d'ailleurs on peut appliquer certaines recettes de l'urbain au rural? Moi j'en suis assez persuadé. Et comment est-ce qu'on fait pour avancer sur la question? Et dernier élément, alors ça c'est peut-être plus moi qui vous fais travailler, j'ai mis une enquête en ligne que vous pouvez tous aller regarder. Alors ça c'est un QR code, il vous suffit de le flasher avec votre téléphone, mais je le mettrai en ligne sur les réseaux sociaux après. L'idée c'est chacun d'entre vous pour votre ville, que vous soyez un spécialiste ou pas du tourisme, peu importe, ça ne m'intéresse pas. Il y a un questionnaire et qui va vous demander justement toutes les questions qu'on s'est posées aujourd'hui. Quand vous arrivez à l'aéroport, est-ce que vous avez un écran qui vous donne une information? Est-ce que vous avez un bus direct? Est-ce que machin, etc. Et moi, mon objectif, c'est d'essayer d'avoir un maximum de retours de ce qui se passe sur les territoires
pour après pouvoir conseiller au mieux les collectivités, les offices de tourisme, etc. sur ces sujets-là. Donc n'hésitez pas à y aller. Et j'en suis à 49 minutes 50, donc je vais me taire parce que j'étais très bavard. Donc en fait, là, il y a l'idée, c'est de prendre 16 minutes de questions, ce qui est énorme. Donc je vous laisse un micro, 2 micros même. Et surtout, n'hésitez pas, il n'y a jamais de mauvaises questions. J'espère que j'aurai surtout les bonnes réponses. Et merci de votre attention. Est-ce que quelqu'un veut un micro? Question là-bas. Je lance? Non, mais c'est pour la captation. En fait, c'est capté. Et est-ce que vous pouvez vous présenter justement en allemand? Oui. Donc rapidement, Société Calkin, on est exposant en fait là-haut. Le tourisme et la mobilité, on a eu le sujet à traiter sur 2018 et 2019 encore en cours. Je ne sais pas pour certains si vous avez entendu parler de la maison de la mobilité à Annemasse Aglo. Donc on a travaillé pour le compte de RATP Développement et on a utilisé notre savoir-faire cartographique qui est en fait simplement de la cartigène qu'on modélise en monde 3D. Et ce qu'on a proposé comme premier niveau d'information dans cette maison de la mobilité, c'est des écrans tactiles sur lesquels je vais avoir comme point d'entrée, je me déplace, je découvre. Donc on a intégré l'information touristique des monts de Genève et on l'a mixé avec la mobilité. Donc on a intégré toutes les API mobilité que RATP Développement et que la Comcom nous ont transmis. Donc on va sur le réseau vélo TAC, sur les bus, sur l'ensemble de la mobilité qui est proposée sur le territoire. Ce qui devient intéressant, enfin après c'est une vision qui a été choisie comme ça, hein, mais c'est de partir de ce volet cartographique, de comprendre son territoire. Donc la maison de la mobilité, c'est frontalier avec Genève et l'idée c'est d'arriver même jusqu'à un point de réservation de mon billet de transport sur cette table. Ça n'enlèvera jamais l'accompagnement humain qui est nécessaire, mais c'est un premier niveau de lecture du territoire et de compréhension de comment je peux me déplacer. Donc je vous invite à regarder, à aller voir les reportages qui ont été faits là-dessus. On a l'application là-haut. Mais c'est pour répondre, on va dire rebondir sur deux niveaux. Ce que vous aviez dit à Londres, donc des lieux en fait de mobilité, et bien comprendre qu'en termes de sémantique, c'est dire c'est la maison de la mobilité, alors qu'en fait c'est un office de tourisme détourné, mais avec des vraies solutions. Il y a un point relais vélo physique. On est vraiment à 50 mètres de la gare et on est voilà, dans un lieu qui devient entre guillemets un lieu un peu plus. Mais ça, c'est un peu l'avenir, Précis, c'est-à-dire qu'il y voilà. a de plus en plus de destinations qui développent ces sortes d'endroits physiques. Alors on les appelle visitor center, maison de la mobilité, peu importe. Mais c'est une vraie approche, c'est-à-dire que le numérique, c'est pas du tout la solution à tout. Des outils d'aide, C'est un outil, c'est une évidemment. aide. Par contre, le physique, je veux dire, le physique reste Ça ne le remplacera extrêmement pas. important, bien sûr. Mais l'idée, c'est d'avoir les deux. Ouais. Et en fait, quand on a l'approche sur le numérique et qu'on cherche ce qui manque, on peut avoir des réponses sur le physique. C'est ça qui est super intéressant aussi et ça permet d'adresser des réponses. Et Quoi. pour le coup, sans dépendre de Google, puisque là, on est sur de la carto IGN qui appartient à tout le monde. Et donc, du coup, tout ce qui va être créé sur cette application, en fait, qui est sur grande table, elle appartient à la Comcom, quoi. Et charge à elle de la faire évoluer avec ses contenus. Voilà, petite parenthèse, merci de... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis sûr qu'il y en a plein, mais vous n'osez pas. N'hésitez pas. Hein. Non? Sandrine, une question? Sûr? Ah. On a un gros festival en ce moment à Auch dans le Gers. Donc on accueille toutes les troupes européennes de cirque actuelles, donc avec des spectacles tous les jours, plus de 80 représentations. Et on nous demande bien sûr des hébergements en ville, puisque tout est sur Auch, et avec des possibilités de transport quand ils arrivent à Toulouse à l'aéroport, ensuite en train jusqu'à Auch, et de la gare au lieu d'hébergement et au lieu du cirque, où se passent toutes les représentations. Comment faire. Et donc c'est un peu compliqué. Donc on a quelques bus de ville, mais c'est vrai que je trouve, on n'est peut-être pas assez outillé par rapport justement à tout relier comme ça. On a un peu de difficulté, quoi. Voilà. Il y a, alors, on a pas mal parlé de Google Maps notamment. Je vais préciser les choses là-dessus. Google Maps, c'est pas un outil que urbain. Aujourd'hui, vous êtes une collectivité, une petite collectivité, vous n'avez pas beaucoup d'argent. La capacité à mettre ces informations sur un gros système d'information, c'est cher. À l'inverse, mettre vos informations sur Google Maps, c'est pas cher du tout. Pourquoi? Parce que c'est déjà un système mondialisé qui le fait très facilement. Donc finalement, paradoxalement,
Google Maps, il y en a d'autres, hein, Move It ou autre, ça peut être une solution pour des petits territoires. C'est-à-dire que déjà, si vous y mettez vos petites lignes d'autocar, vos petites lignes de TAD, peu importe, il y a plein d'offres différentes sur des territoires non urbains, c'est déjà une première réponse. Parce que, encore une fois, moi j'ai bossé sur un territoire transfrontalier, on a mis en place un système d'information multimodal transfrontalier. Et en fait, au début, personne ne voulait venir parce que ça coûte très cher. Et à la fin, on a fait un système mutualisé, ça coûtait 5 000 € par an par collectivité. Et on a les Landais qui sont venus nous voir en nous disant non, mais nous, excusez-nous, on veut s'intégrer dedans parce que c'est 5 000 €. Alors que sinon, le ticket d'entrée, c'était 80 000. Ce qui n'a rien à voir. Et donc, il y a ces idées de mutualisation ou ces idées de Google. C'est-à-dire qu'on a DAX, par exemple. DAX, on ne va pas aller créer notre propre système d'information et tout ça, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis leurs données de bus, je ne sais plus comment s'appelle le réseau à DAX, sur Google. Donc ça, déjà, c'est une solution. Et après, c'est comment est-ce que vous intégrez ça? Et ça, c'est un gros sujet tourisme. Entre quand vous regardez aujourd'hui les sites d'office de tourisme, en fait, les sites d'office de tourisme ne savent pas parler de transport. Et les sites de transport ne savent pas parler de tourisme. C'est un fait. Et ça, il y a un travail à faire là-dessus qui n'est pas très compliqué. Hein. Il peut y avoir même des normes au niveau national, etc. Mais là, il y a un job à faire. Parce qu'à un moment, soit la personne va avoir l'entrée et la volonté de se connecter au site de l'office de tourisme, soit du site de transport, ou les deux. Le fait est qu'aujourd'hui, elle trouve une information, elle trouve une information très partielle et d'un côté et de l'autre. Donc ça aussi, c'est des choses qui, en fait, ne coûtent pas cher. Donc quand je parle du digital, pour moi, le digital, c'est des petites solutions qui ne coûtent pas très cher et qui permettent déjà d'apporter des solutions. Après, bien évidemment, c'est sûr que si vous avez des personnes sur place, etc., c'est 10 fois mieux. Mais c'est comme la SNCF. Qu'est-ce qui marche le mieux? Moi, j'ai été contrôleur quand j'étais gamin. Le mec, il va demander en gare, après il va demander à une autre personne, après il va redemander au contrôleur, puis il va redemander au conducteur, parce qu'on a besoin à un moment d'être rassuré, d'avoir une présence physique. Mais c'est normal. Mais s'il n'y a pas ça, il y a déjà des premières choses à faire. Les territoires ruraux, c'est pas du tout. Et là, on va être clair. J'ai orienté cette présentation sur l'urbain parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais les territoires ruraux, il y a plein de solutions. Il ne faut pas penser qu'on ne peut rien faire et que tout est mort. Hein. Au contraire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hop, je reprends le micro. Je vous remercie. Bonjour, Fabien Ferdinandi. On travaille sur le vélo avec la marque Loupi. J'ai une question. Lorsque vous intervenez, si j'ai bien compris, en matière de conseil sur les territoires, et j'imagine probablement beaucoup sur du multimodal, qu'est-ce que vous préconisez de manière globale, à moins que vous citiez des exemples, hein, pour que justement l'usager accède à cette information multimodale? Il y a différentes solutions, j'en ai vu un petit peu là, mais globalement, qu'est-ce que vous préconisez, vous? Je vais vous faire une réponse qui ne va pas vous plaire, mais ça dépend beaucoup des territoires. Ce que je viens de répondre à la dame à l'instant, demain, si je vais à Bordeaux par exemple, Bordeaux Métropole, a la capacité d'avoir sa propre stratégie sur la logique mobilité tourisme, a de l'argent, la collectivité a de l'argent, et a la capacité à faire son propre système. Eux, je leur dirais, faites votre propre truc, gérez bien vos données, ayez la main sur votre contenu, et faites-le vous. Et gardez le contrôle sur tout ça. Oubliez Google. Pourquoi pas? Si j'arrive dans une toute petite collectivité qui n'a pas de moyens, etc., il faut trouver d'autres solutions. Et il y a un moment où les solutions les moins onéreuses... En fait, la question, c'est l'objectif. C'est quoi l'objectif? Si l'objectif, c'est que les gens aient accès à un maximum à des offres de mobilité que nous, on veut choisir, enfin que la collectivité veut choisir et qu'elle veut avoir la main dessus, c'est ça qu'il faut adresser. Après, le moyen, on trouve des solutions. Je crois que ça dépend énormément des budgets. Mais clairement, hein, c'est-à-dire que la clé d'entrée, elle est là. Alors, il y a Google, certes, il n'y a pas que Google. On peut citer Rome Tourio, on peut citer Oviado, ouais, qui sont des calculateurs multimodales, ouais, qui quand même prennent de l'importance, surtout Rome Tourio. Oviado est en train de naître, en fait. Je vois pas l'intérêt, en fait, qu'une localité, peu importe sa taille, garde cette information pour elle. Parce que même si elle a de l'argent, je ne suis pas convaincu qu'elle ait autant d'argent qu'une start-up comme Google, start-up, voilà, comme Rome Tourio. Parce que si on parle d'usager, et si on veut lui donner les moyens d'accéder à cette information-là, si vraiment il y a un sujet sur lequel il faut libérer les données, c'est bien celui-là. Alors je vais reformuler mon propos parce que c'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit il faut qu'il garde la donnée. Bordeaux Métropole ouvre sa donnée. J'ai dit il faut qu'il maîtrise la qualité de la donnée. Ça n'a rien à voir. Moi j'ai bossé 5 ans sur l'open data. En fait on s'en fout d'ouvrir. Enfin je veux dire, ouvrir c'est facile. On fait un site, on expose les données, c'est fait.
Demain, tout le monde peut le faire. Il faut un FTP, on met les données dessus, c'est terminé. Vous mettez un WordPress, vous mettez ça dessus, c'est facile. Non, moi ce que j'ai dit, c'est qu'il faut qu'ils aient la capacité de gérer la donnée, c'est ce que je mettais là, de bout en bout, la qualité de la donnée, ce qu'on met dedans, comment on digitalise les lieux de mobilité. Je parlais d'un autre sujet, c'est l'enrichissement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait quand on a une ligne de bus? La ligne de bus, on va mettre l'horaire du départ, de l'arrivée, les fréquences, les amplitudes. C'est fini, c'est dedans, c'est dans la machine, ça tourne. La question après des points d'arrêt. Point d'arrêt, par exemple, vous arrivez, exemple très concret, aéroport de Biarritz. Aéroport de Biarritz, vous avez le point d'arrêt Chronoplus urbain. Vous avez le point d'arrêt Transport 64 interurbain. Vous avez le point d'arrêt EgoBus ou machin ou Webus SLO. Personne n'a le même point localisé sur la carte et dans le système d'information au même endroit. Et là, la question, c'est comment est-ce qu'on enrichit la donnée, c'est-à-dire comment est-ce qu'on considère qu'on a travaillé à digitaliser l'aéroport en lui-même. On lui a donné une information de qualité avec les quais, les machins, tout ce qu'on veut, et qu'après tout le monde se connecte dessus. Et ça, le rôle de la collectivité, c'est pas de... Alors, elle peut ouvrir la donnée, mais c'est de qualifier, d'enrichir cette donnée. Après, peu importe, Bordeaux Métropole qui décide d'ouvrir ou pas, ils le font déjà. Une petite collectivité qui décide d'ouvrir. Moi, je suis pour l'open data, pour l'open source, mais c'est une position personnelle. Je n'ai pas à dire à la collectivité pour laquelle je travaille, il faut le faire. C'est à eux de décider, moi je leur donne des arguments. Mais pour moi, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est... Mais je pense qu'en fait, vous avez les mêmes sujets dans le tourisme. Moi, je viens du monde du transport, mais c'est la même chose. Si vous avez une donnée d'hébergement ou une donnée touristique, excusez-moi le terme, mais de merde, vous portez un outil de merde. Point. Donc ça, c'est la question. L'ouverture, on y est déjà. Je veux dire, c'est plus le sujet pour moi. On est passé à autre chose. Dans les transports, le problème, c'est pas que les données ne sont pas ouvertes. C'est que bien souvent, il y a une expression en anglais, je ne me rappelle jamais, mais en gros qui dit « ne donne pas aux gens ce que tu donnerais dans la gamelle de ton clébard ». Je m'explique. Aujourd'hui, les collectivités, qu'est-ce qu'elles font? Elles font pour la plupart, Paris en tête, les données RATP qui sont ouvertes ne sont pas les mêmes données qui sont dans l'appli RATP. La RATP a mis des meilleures données dans son appli que dans les données qu'elle a ouvertes pour les autres. Ce qui est l'inverse, par exemple, de Londres. Donc, le sujet, il est là. Le sujet, c'est pas comment on ouvre, machin, etc. C'est qu'est-ce qu'on met à disposition des startups, des entreprises, des usagers, pour à la fin avoir un outil de qualité. Et encore une fois, je crois que peu importe le secteur, le sujet de fond, c'est toujours celui-là. Et qu'est-ce qu'il interroge derrière? Le travail. C'est-à-dire que pour avoir de la donnée de qualité tout le temps, il faut tout le temps bosser dessus. Il ne faut jamais rien lâcher. Il faut être sûr que c'est actualisé, qu'on a la bonne qualité, qu'on améliore en continu, etc. Le sujet, il est là. Et ça, ce n'est pas aux consultants de le faire. C'est-à-dire que nous, on peut donner une stratégie, une ligne directrice là-dessus. Après, c'est tous les chargés de mission, etc., qui sont en poste, qui doivent faire ce taf sur la longueur. Et là, il y a un vrai sujet d'accompagnement qui est super intéressant. Mais en fait, il y a un travail monstrueux à faire sur tous ces sujets-là. C'est mon point de vue. Hein. Et sur la donnée vélo, c'est pareil. Hein. Est-ce que vous pouvez faire passer votre micro? Bonjour, donc moi Virginie Nopp, donc je travaille chez Somme Tourisme. Donc en fait, nous depuis 2016, on contribue dans Google en fait. Donc au niveau de la mobilité, on a créé en fait par exemple tout ce qui va être point de location de vélo. Donc on a travaillé, donc on a créé les points manquants, on a travaillé avec les prestataires d'activités pour revendiquer leurs fiches. On a créé aussi des points pour orienter les visiteurs, comme par exemple chez nous on a des phoques. Et donc il y a des points d'observation spécifiques. Et en fait, tous les gens se posent la question, mais c'est où? Donc on a créé le point dans Google, on a créé une fiche Google pour orienter le visiteur, pour partager des avis, des photos et autres. Et donc en fait, on fait pareil sur tout ce qui est vélo, parking, les parkings gratuits. Enfin, on essaye de répondre aussi aux besoins des visiteurs et en fait d'enrichir la carte Google en fait avec toutes ces données-là. Et en fait, là, on a participé le mois dernier au sommet Google Street View à Londres, avec les 300 meilleurs contributeurs au monde. Et en fait, il n'y avait que des agences privées, en fait, très peu d'institutionnels. Et en fait, il y a vraiment des choses à faire au niveau des territoires. Donc, pareil, tout ce qui va être, je pense, tout ce qui est aussi les horaires de transport et autres, je pense qu'on va bosser dessus l'année prochaine, mais il y a beaucoup de travail. En fait, vous lancez c'est presque philosophique le débat. C'est un peu les pour le libre et l'ouvert et les autres. Et après, encore une fois, c'est une question philosophique qu'on ne peut pas adresser aux collectivités, c'est à elles de choisir. Est-ce que moi, la collectivité, je préférais qu'elle mette ses données sur OpenStreetMap? Oui, je vous le dis sans aucun doute. Est-ce que je préférerais qu'elle ouvre ses données? Oui, je vous le dis aussi sans aucun doute. Est-ce que par contre, sur une toute petite collectivité, si elle n'a pas le choix et qu'elle doit mettre sur Google parce qu'elle n'a pas autre chose, ben ouais,
Oui, je préfère ça plutôt que tout le monde arrive en voiture. Donc, encore une fois, la stratégie, effectivement, dépend. Et que vous disiez que tous les privés, enfin, qu'en gros, Street View, il n'y avait que des privés, je ne suis pas du tout étonné. Après, il y a une question politique aussi. C'est-à-dire qu'on est en plein dedans. Est-ce que les GAFA vont payer les impôts en Europe ou pas? Et donc, moi, je sais que j'ai été aussi face à des élus qui me disaient jamais, mes données seront sur Google. Et moi, leur dire, bah ouais, mais quand le bonhomme il arrive à l'aéroport de Saint-Sébastien, eh ben, il ne sait pas, il n'a rien. Ils vont sur Facebook aussi, enfin, c'est quelque part. Ouais. Mais donc, à un moment, oui, ils vont sur Facebook et c'est peut-être les mêmes qui achètent leurs affaires chez H&M. Mais encore une fois, je dis, c'est un débat philosophique. Moi, je ne suis pas là pour donner des leçons. On fait chacun ce qu'on peut à sa petite mesure. Mais je crois que c'est ça qui est intéressant aussi. C'est-à-dire que mon point de vue en touchant ces sujets du doigt, encore une fois, moi, je viens du monde du transport. C'est qu'est-ce qu'on veut faire du transport. Il y avait un bonhomme d'Amsterdam hier qui était vachement intéressant et qui disait est-ce que c'est la quantité ou plutôt la qualité? Aujourd'hui, ils sont en train de revenir en arrière, etc. Je crois que c'est exactement pareil. C'est-à-dire que le transport, ça va être un ingrédient du tourisme de demain pour essayer de voir si on veut faire un tourisme vertueux ou pas. Soit on continue à mettre les gens dans des bus qui vont visiter les villes en faisant des tours de bus diesel et arriver en voiture et en avion, soit on veut faire autre chose. Si on veut faire autre chose, le transport, c'est fondamental, à mon sens, et on est en capacité de faire autre chose. Voilà. Et après, la question, ça serait est-ce qu'on utilise des outils de multinationales globales ou pas. Ça, je pense que... Exactement, il y a le choix. Je prends une dernière question, parce qu'on est pile dans le timing, s'il y en a une, et sinon je vous libère tous. Vous avez peut-être la cervelle qui va exploser. Dernière question, il n'y en a pas, il n'y en a pas? Bon, eh bien merci pour votre attention, et puis bonne continuation à Pau.